Bonjour. Bonjour. Dans un précédent entretien, vous avez évoqué la figure de Victor de Sarzin. Y a-t-il d'autres personnalités qui ont inspiré votre livre? Alors oui, il y en a beaucoup. Effectivement, je ne suis pas sorti d'un chapeau. J'ai bénéficié d'études, de travaux remarquables par des penseurs, des historiens, des philosophes, parfois des musicologues aussi. Mais c'est vrai que une histoire de la musique en Suisse, su- ça suppose qu'il y ait aussi, en tout cas dans mon esprit, un élargissement de la discipline. Il ne s'agit pas de considérer la musique comme une sorte de bulle en soi, hermétique. La musique est un aspect de la vie qui s'inscrit dans un processus humain, vital, dont l'histoire est la garante, en quelque sorte. Et c'est bien une histoire de la musique en Suisse. Et là, mes modèles sont incontestablement des auteurs, par exemple, comme Denis de Rougemont, qui n'était pas du tout musicologue, mais qui est pour moi un des plus grands penseurs, non seulement suisses, mais également mondiaux, si on peut dire, une personnalité exceptionnelle que je lis sans cesse, que je relis. Non seulement son livre consacré à la Suisse, l'histoire d'un peuple heureux, effectivement, mais tous ses travaux sur le fédéralisme, justement, et ça a inspiré, bien entendu, ma conception d'une musique confédérale. Denis de Rougemont, mais aussi des penseurs qui ne sont pas forcément suisses, de nationalité, de culture, mais qui en sont proches. Par exemple, je songe ici immédiatement à Georges Gusdorf, qui était professeur à Strasbourg et qui a beaucoup travaillé sur le romantisme notamment, qui était un humaniste, une sorte d'encyclopédiste, comme Denis de Rougemont, ils sont très très proches. Et tous ces travaux ont été pour moi une source une abondance même de sources dans tous les domaines. Il n'a pas particulièrement traité de la musique, mais peu importe, sa pensée elle-même est musicale, si je puis dire. Alors, bien sûr que là, si on regarde la bibliographie à la fin de l'ouvrage, on pourra constater que j'ai aussi consulté des ouvrages en langue anglaise, bien entendu. Mais après cela, je dois, puisque j'ai évoqué Victor de Sarzan l'autre jour, je dois évidemment mettre l'accent d'importance sur les personnages musicaux et non musicaux qui tissent le fil d'Ariane de cet ouvrage. Alors, je n'ai pas d'ordre précis. C'est vrai que le prélude donne le ton, en quelque sorte, puisque j'implique certains d'entre eux dans ma démarche. Mais là, tout de suite, je voudrais encore citer Ernest Lévy, qui est bien oublié, qui était un compositeur dont on ne joue plus rien du tout aujourd'hui, et qui était aussi un très grand penseur, un peu à la façon d'un Marc Aurèle, je veux dire, avec des apophthegmes tout à fait profonds et tout à fait d'actualité aussi, je dois dire. Autrement, sur le plan musical, il y a quand même des figures exceptionnelles. Je pense ici à Émile Jacques Dalcroze, que l'un de ses disciples, Paul Boeppel, appelait le Pestalozzi de la musique. Alors justement, Pestalozzi, Jacques Dalcroze sont des emblèmes de la pédagogie, en fait, de la psychologie. Jacques Dalcroze, c'est une figure unique qui mérite des pages et des pages. Bien sûr, on le connaît avec la rythmique essentiellement, mais il a aussi une capacité à traiter de l'être humain, de l'enfant effectivement en particulier, mais de l'être humain en général, non seulement en s'inspirant en partie de Rudolf Steiner, mais de cette eurythmie et qui est une manière de concevoir la vie aussi. Alors ça se traduit par une gestique, ça se traduit par un état d'âme, si je puis dire, mais aussi dans le processus de composition, parce que
Jacques Dalcroze, là encore, est oublié. Il a composé non seulement pour les enfants, le jeu du feuillu et des choses de ce genre, qui sont des pures merveilles, mais aussi de la musique symphonique, de la musique de chambre, de la musique de piano, de la musique lyrique, des chansons, les fameuses chansons romandes, et puis aussi dans le domaine germanique, le lead. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce qu'il n'est pas juste dans la musique genevoise, si je puis dire, bien qu'il ait dégelé, comme l'a prétendu avec humour Henri Gagnebin, mais je vois là aussi chez Jacques Dalcroze une capacité confédérale, justement, à ne pas séparer les régions linguistiques, à être aussi bien latin que germanique. D'ailleurs, il a dirigé une école à Elrau, près de Dresde, qui malheureusement a été interrompue par la guerre, mais qui était une expérience que le monde entier, surtout anglo-saxon d'ailleurs, a reconnue. Alors là encore, je tisse un lien, comme on l'a vu dans un entretien précédent, avec le monde anglais qu'il appréciait particulièrement pour sa capacité à ne pas être arythmique, justement. Alors, bien sûr, je peux, dans cette idée pédagogique, Pestalozzi a eu une place considérable. J'avais publié il y a quelques années un ouvrage qui était consacré essentiellement à sa démarche musicale, hein, au sein de son processus réformateur de la pédagogie. Mais là, inévitablement, il faut évoquer Ernest Ansermet. L'autre jour, on a parlé de Victor de Sarzan, qui était un humaniste. Alors Ernest Ansermet, on peut dire que c'est une sorte de complémentarité par rapport à de Sarzan, parce que c'était un théoricien remarquable, les fondements de la musique dans la conscience humaine, rien que le titre nous invite à aller au-delà d'une façon schématique d'envisager le langage musical. Et Ernest Ansermet, pour ça, n'a pas été reconnu, surtout à son époque, lorsque l'ouvrage est sorti dans les années 60, il a été même violemment critiqué. Et là, personnellement, je tenais à réhabiliter sa démarche, qui est, là encore, humaniste. Bon. J'étais moins enthousiaste, ça peut peut-être choquer d'aucuns, mais là, tant pis, je prends le risque. J'étais moins admirateur de sa direction d'orchestre, que je trouvais trop intellectuelle, justement, contrairement à celle de Sarzan, qui était inspirée et qui avait cette fameuse line of beauty extraordinaire, qui est d'ailleurs très peu courante, même chez les chefs actuels. En ce sens, donc, Victor de Sarzan, pour moi, était un immense chef d'orchestre, et Ernest Ansermet était plutôt un immense penseur. Alors autrement, bien sûr, on pourrait passer des heures et des heures à décliner des personnages remarquables. Il suffit d'aller voir l'index, d'ailleurs. Il y a beaucoup de pages dans cet index et ça renvoie à des gens. Je pense à Eugène Rambert, par exemple, qui était lui aussi à cheval sur les deux parties, enfin principales du pays, la partie latine et la partie germanique. Ramu, bien entendu, qui pour moi est une sorte d'énigme à déchiffrer, passionnante, stimulante, dont l'œuvre est prégnante, si on peut dire, vraiment, et qui a un rapport à la musique très paradoxal, au fond, je dois dire, mais dans ses relations avec Stravinsky, qui sont très étranges pour moi, là encore, je peux choquer, mais ça me donne du grain à moudre, en effet. Et puis, j'ai quand même un chapitre, alors là, c'est assez circonscrit, en effet, c'est le chapitre 3 qui est consacré à la Réformation. Et là aussi, il y a quand même des gens hors du commun, enfin. Bon, d'autant que cette Réformation, elle n'était pas du tout celle de Luther, en tout cas, même si on ne peut pas nier que Luther a été un instigateur de grande volée, mais justement avec Zwingli à Zurich, je trouve là matière à quelque chose de tout à fait fascinant et parfois de dérangeant parce qu'il était contre la présence de la musique au Gottesdienst, mais en attendant, c'était un immense musicien.
comme l'atteste nombre de ses contemporains, et aussi sa production mélodique, qui est tout à fait remarquable. Son Pestlied, par exemple, tout ce qui est inhérent à sa vie de réformateur, et qui se situe au fond entre Luther et Calvin. C'est une sorte d'équilibre. Et puis c'est celui qui a vraiment dénoncé le mercenariat et qui a donné à la Confédération future, en quelque sorte, une légitimité, en se référant à Guillaume Tell, non pas de façon sentimentale, mais de façon symbolique, et puis en créant une réflexion théologique de très haute volée. Alors pour moi, c'est absolument indissociable de ce qu'est la musique, en tout cas, même s'il n'est pas un enthousiaste en ce qui concerne la pratique liturgique. Alors, dans cette réformation, on a, dans le camp roman, si j'ose dire, on a un Pierre Viret à Lausanne, très peu connu, mais alors lui, très très favorable aux psaumes, au chant des psaumes. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu dans sa démarche, c'est qu'il a créé un corpus à Lausanne, qui s'est en quelque sorte opposé, comme l'atteste une lettre qu'il écrit à Calvin, qui m'a toujours fait beaucoup rire, en 1542, où il dit « Nos mélodies sont meilleures que les vôtres ». Alors ça, c'est quelque chose, j'adore ce genre de prise de position, parce que c'est vrai que le corpus lausannois, alors qui est un peu mystérieux, est-ce que c'est dû à Guillaume Franc ou à François Gindron? Enfin, ce sont des mélodistes un peu anonymes en quelque sorte, mais qui ont travaillé sur ce corpus, des paraphrases de psaumes de Clément Marot, Théodore de Bèze, enfin c'est ce qui relève de la tradition de Calvin, bien sûr, mais en tout cas avec des particularités. Et Pierre Viret, qui était natif d'Orbe, donc dans le canton de Vaud, a œuvré à Lausanne jusqu'à ce qu'il quitte à cause de son opposition théologique à quelques indications bernoises qui ne lui convenaient pas. Et pour moi, c'est une figure musicale très très intéressante. Et c'est aussi une forme de douceur dans la Réformation qui pouvait s'opposer à certaines violences, on pourrait dire, prédicatoires. Je pense à Guillaume Farel ou à des gens comme ça qui avaient tendance à trop bousculer. Là, avec Pierre Viret, on a vraiment une figure très attachante. Alors, voilà, là, je vous dis les choses un peu dans le désordre, mais telles qu'elles me viennent. Je ne voudrais pas être injuste avec d'autres que je n'ai pas cités dans cet entretien, mais encore une fois, il suffit de lire ce livre pour trouver matière à. Je voudrais pouvoir donner des conférences sur la question, parce que je pense qu'un livre comme ça mérite un pendant oral pour stimuler la lecture. C'est un peu comme Dickens, le grand romancier anglais qui faisait des lectures de ses livres. Eh bien, je trouve que c'est assez intéressant comme idée de pouvoir lire et commenter en même temps, et puis répondre aux questions d'un auditoire motivé, que j'invite à me contacter, le cas échéant. En tout cas, pour aujourd'hui, je crois que j'ai déjà cité quelques figures qui me touchent, mais vraiment, celles que je n'ai pas citées, elles sont en moi aussi, et je les vénère comme des phares qui m'ont guidé tout au long de cette rédaction. Voici. Merci beaucoup. Merci.